Bonsoir, soyez les bienvenus sur Paris Première pour votre rendez-vous du mercredi soir. Ne nous fâchons pas. Sur le plateau ce soir, les trois éditorialistes, Julie Graziani, Jonathan Boucher-Petersen et Raphaël Antoven. Et nous allons parler d'actualité ce soir ensemble. La bataille des retraites a mis le feu aux poudres après l'utilisation du 49.3. Mais on a le sentiment d'un malaise beaucoup plus profond et lointain. Crise politique, crise démocratique. En bref, le président Macron ou la rue, à qui le pouvoir? C'est le thème de notre émission ce soir. Sommaire. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Mais bien sûr, c'est inadmissible. C'est véritable déni de démocratie. Nous allons déposer une motion de censure transpartisane. Il n'aura donc manqué que 9 voix à cette motion de censure pour faire tomber à la fois ce gouvernement et sa réforme. Il sort du silence 42 heures après le sauvetage in extremis du gouvernement Borne. Emmanuel Macron reste ferme. La loi qui repousse à 64 ans l'âge de départ à la retraite est adoptée, mais prône l'apaisement. Ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Mais à côté de ça, il y a des millions de Français qui manifestent. Ceux-ci, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre. Un président jusqu'au boutiste, une contestation sociale qui se radicalise et une issue incertaine de la crise politique. La loi sera-t-elle applicable? C'est le thème de notre grand débat ce soir. Face à face dans l'hémicycle, il se retrouve sur notre plateau. Raquel Garrido, députée de la France Insoumise. Une loi dont 90% des Français ne veulent pas ne devrait même pas arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale. Laure Lavalette, députée du Rassemblement national. Ce projet de réforme sonne le glas. Et Sylvain Maillard, député de la courte majorité présidentielle. Ça mérite d'être discuté dans cet hémicycle. En rembobinant l'histoire parlementaire, nous découvrirons que certaines lois décriées ont été adoptées, mais jamais appliquées. J'ai voulu agir vite. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. Pendant 50 jours, ils ont suivi les débats, parfois enflammés comme à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, personne n'a craqué. Éditorialistes, sondeurs et politologues se sont focalisés sur cette crise sociale et démocratique qui ébranle notre pays. Et vous allez voir que le divorce conflictuel entre le monde politique et citoyen a commencé il y a bien longtemps. Les gens commencent à en avoir marre du mépris de M. Macron. On est plus que pas entendu, on est méprisé par un gouvernement qui se considère légitime. Et pour finir, nous nous questionnerons sur les solutions pour sortir de cette impasse démocratique. Faut-il rendre du pouvoir aux Français? Le régime présidentiel de la Ve République est-il à bout de souffle? Le spécialiste de la Constitution, Dominique Rousseau, nous éclairera. Macron ou la rue, à qui le pouvoir? Réponse sur le plateau de Ne nous fâchons pas. Dans un instant, nous accueillerons nos premiers invités, mais auparavant, bonsoir Julie Graziani, vous êtes notre fan de droite. Bonsoir Jonathan Boucher-Petersen, vous êtes notre homme de gauche. Et bonsoir Raphaël Antoven, vous êtes un peu... milieu. Oui, je sais pas. C'est toi qui le dis. Au-dessus des partis. Voilà. Alors, vous allez pouvoir débattre, discuter, échanger avec nos invités ce soir. C'est l'heure du grand débat. Raquel Garrido, voici Laure Lavalette et Sylvain Maillard. Merci à tous les trois d'être là. Quel beau plateau, on se croirait à l'Assemblée nationale. Raquel Garrido, bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes contre la réforme des retraites, ça je pense que oui, pour comme 93% des actifs. Contre le 49.3 dont vous dites qu'il est antidémocratique. Et plus globalement, vous dénoncez le fait que les Français et leurs représentants ont été piétinés. On va en parler dans un instant. Sylvain Maillard, bonsoir. Vous êtes député Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs été le président du groupe de travail sur les retraites et membre de la commission mixte paritaire. Vous soutenez la réforme que vous jugez indispensable. Madame Laure Lavalette, bonsoir. Vous êtes députée du Rassemblement national du Var. Vous êtes contre cette réforme des retraites et vous avez déclaré que votre parti utiliserait tous les recours légaux et constitutionnels pour faire tomber ce texte. On va en parler aussi. Mais juste avant, mesdames, messieurs, après l'interview du président à midi et à la veille de la mobilisation de l'intersyndicale, en fait, on est à l'aube d'une crise politique majeure, ou on est dans une crise politique majeure. La question que tout le monde se pose, c'est à qui la faute? On aimerait un peu avoir vos regards sur ce fiasco politique. Comment on en est arrivé là, Raquel Garrido?
À la réflexion, je pense que si on doit trouver un coupable, c'est l'excès de pouvoir que donne la Constitution de 1958 au président de la République. C'est fondamentalement le fait que le président de la République peut légalement, constitutionnellement, s'imposer contre la volonté générale qui crée ce conflit. Alors même qu'il y a deux camps, d'un côté le président, de l'autre les Français. On parle d'unanimisme pratiquement sur les retraites. 93% des actifs qui sont contre la loi, 70% des Français qui sont contre la loi. Mais la Constitution ne prévoit pas de mécanisme pour purger ce conflit. Donc, comment fait-on? Alors, on attendait du président de la République aujourd'hui qu'il tente de trouver ce chemin. Et en réalité, il a juste confirmé qu'il était dans son bunker, l'Élysée, et qu'il comptait aller jusqu'au bout de cette logique abusive de son propre pouvoir présidentiel. Un problème constitutionnel pour Mme Garrido. Pour vous, M. Maillard, je suppose que c'est l'indiscipline et la volonté de blocage de la France insoumise qui a conduit à ce fiasco? Alors, d'abord, effectivement, empêcher pendant 15 jours de discuter, d'échanger. La France Insoumise a décidé tout seul, c'est la France Insoumise, c'est pas la NUPES, décidé tout seul de bloquer, d'empêcher la discussion. Mais je dirais, au fond, la vraie difficulté dans laquelle on est, c'est qu'on a un accord sur ce texte avec les Républicains et qu'une partie d'entre eux se sont débinés. Très clairement, ils ont, au dernier moment, décidé pour plein de raisons, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Notamment écouter leurs électeurs. Et la remarque de Jonathan ou peut-être ce qu'a proposé Jordan Bardella de les sécuriser en cas de dissolution, je pense à jouer aussi, faut être très clair. Je ne crois pas du tout. Je pense que les députés LR de Pradier, s'ils ont des candidats RN face à eux, ils les déchirent. Parce que le RN a été aux abonnés absents sur ce débat, tandis qu'eux ont montré un peu plus de courage. Je vais juste terminer, je vous écoute avec grande attention. Je pense que vous, comme moi, vous n'êtes pas spécialiste des LR. Je pense que c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe dans ce groupe. Je pense qu'il y a beaucoup Il y en a 19 qui ont été dit d'auto-entrepreneuriat avec des raisons très différentes les uns des autres. Mais en tout cas, ce qui est important, je crois, est de dire, c'est que oui, une réforme des retraites, c'est toujours compliqué à porter. Oui, c'est impopulaire. Vous savez quoi? C'est même parfois, quand on entend 70% des Français qui ne sont pas d'accord dessus, quand on leur pose la question « êtes-vous pour ou contre travailler 2 ans de plus ?» C'est même parfois étonnant de ne pas dire que 100% des Français ne disent pas « non, j'ai pas envie de travailler 100% travailler 2 ans de plus ». Mais juste redire une dernière chose, on le fait et on l'a vu pendant les élections présidentielles et législatives, c'était compliqué pour nous. Oui, c'était compliqué. C'est une réforme courageuse. On sait très bien que c'est impopulaire, comme elles l'ont tout été avant, mais il nous semble indispensable. Il l'a dit, le président Macron, ce matin. On ne tiendra pas nos comptes, on ne tiendra pas, et les pensions finiront par baisser. Laure Lavalette, s'il vous plaît. Alors, vous savez, moi, c'est mon premier mandat, donc je découvre un peu, évidemment, la vie politique. Il y a une grande frustration qui sort de ce débat. Je pense que Emmanuel Macron ne s'est pas aperçu qu'il avait perdu les élections législatives. Donc, fort de son ego, qui n'a d'égal que la contestation qu'il y a dans la rue, pour lui, tout s'est bien passé. Il impose, en fait, sa façon de voir. Mais vous parliez, Madame Garrido, de la Constitution qui pose problème, mais c'est aussi votre comportement qui a posé problème, puisque la Constitution nous offrait quand même aussi des outils pour faire tomber cette réforme, outils dont nous nous sommes saisis. Je vous rappelle que nous avions déposé une motion référendaire et simplement parce que vous l'aviez perdue au dé, vous n'avez pas voulu la voter. Après, vous n'avez pas voté la suppression de l'article liminaire, vous n'avez pas voté la motion de censure spontanée. Donc ça faisait déjà trois outils qu'on vous offrait sur un plateau. Donc n'embrouillez pas tout en défense d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas voté. Emmanuel Macron a décidé d'utiliser le 47 à l'Assemblée. Tout le monde l'a vu. On ne va pas rentrer dans des trucs trop techniques. C'est plus technique. Ce n'est plus technique pour les Français. Les Français savent ce que c'est le 49.3, savent ce que c'est le 47.1, et c'est étonnant quand même que le RN vienne tout embrouiller pour soutenir Macron. Référendaire. Non mais bien sûr, le problème c'est pas Macron, le problème c'est pas le 47.1, le problème c'est même pas la retraite à 64 ans, le problème c'est les insoumis. Je vais continuer. Il faut dire aux Français que Madame Garrido, enfin Monsieur Mélenchon même disait, je mets au défi toutes les oppositions de voter la motion référendaire. Il y en avait 2, celle du Rassemblement national et la leur. Comme on ne savait pas comment faire, ils ont tiré au sort. Le sort nous a été favorable, donc mauvais perdant. Vous avez triché grâce à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pas bien de dire ça, Raquel. De toute façon, devant témoin, il y avait un député de chez vous qui était là pour regarder. Vous allez vous mettre à 2 contre moi. Non mais bon, n'importe quoi. Le président de la République vient d'exaspérer la France entière aujourd'hui. Est-ce que vous allez faire, c'est vous essayer de prendre un sandwich pour faire en sorte que... Alors justement, on va l'écouter un peu. Vous avez raison, ça ressemble à ça. La NUPES symbolise les débats. On va l'écouter le président de la République tout à l'heure et puis on revient là-dessus tout de suite.
J'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement. C'est là aussi nos institutions. Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres, pour cette réforme, le fait que, pour qu'elle passe et ne laisser aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49.3, le fameux article. C'est la 100e fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. À 9 voix près. Oui, mais vous savez, nous sommes en République à 1 voix près. En République, à 1 voix près, Laure Lavalette. La Troisième République a été adoptée à 1 voix près. Heureusement que les votes comptent. Et que n'a-t-on pas voté à ce moment-là, jeudi soir, même à 1 voix près? C'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, s'ils avaient osé aller jusqu'au vote jeudi soir, même à 1 voix près, cet argument pourrait peser. Mais dans la mesure où jeudi soir, à 10 minutes du vote, vous avez 574 députés réunis dans une salle et depuis le château, il coupe le son, il dit finalement il n'y a pas de vote, mais dans aucun standard démocratique, ça passe, enfin les critères. Même dans une cour d'école, on dit aux enfants, quand il y a des règles, bah, tu les appliques quand même si tu perds à la fin. Donc, oui, mais ça, c'est la Constitution, Raquel Garrido, c'est notre règle commune. Les règles, c'est vraiment votre truc. Ça, c'est vrai que respecter les règles, c'est vraiment vous. Ça. Mais oui, mais oui. Vraiment, oui. Oui, une règle de base. Les règles qui vous plaisent, et puis la Constitution, c'est. La majorité, c'est une règle qui me plaît. Il faut s'imposer, donc je vais parler de responsabilité, mais il n'y a pas eu de vote. Alors attendez, je reprends la main sur le débat. Raphaël, vous vouliez. Sylvain Maillard, s'il vous plaît. Raphaël, vous vouliez intervenir. Oui, je m'étonnais, moi, de la confusion que vous faites, Raquel Garrido, entre la volonté générale et l'opinion majoritaire. Vous avez parlé de volonté générale tout à l'heure. La volonté générale, c'est le socle des institutions, c'est le pacte républicain, c'est le fait qu'on est tous d'accord pour pas être d'accord et pour se donner des institutions communes et pour que le majoritaire l'emporte. Ça, c'est la volonté générale. L'opinion majoritaire, c'est une instance volatile qui peut changer selon les sondages, selon les humeurs, selon l'état du monde et qui, en aucun cas, ne vaut mandat pour celui qui gouverne. Et derrière cette confusion de la volonté générale et de l'opinion majoritaire, il y a la définition qu'on se donne de la démocratie. Est-ce qu'une démocratie consiste à exercer le pouvoir qu'on a reçu de la majorité ou est-ce qu'une démocratie consiste à se soumettre en permanence à la majorité une fois qu'on a le pouvoir? Parce que si c'est cette deuxième définition de la démocratie que je pense vous avez davantage, ça veut dire qu'il est inutile quand on est candidat quelque part de présenter un programme. Il suffit de dire aux gens, si vous êtes, je suivrai l'opinion de la majorité sous peine d'être tenu pour un dictateur par vous. Et quand on reconnaît au soir de sa victoire qu'on n'a pas été élu sur son programme, ça change forcément la donne. Et encore une fois, la démocratie, ça n'est pas que l'élection, et le légal, ça n'est pas toute la légitimité. Pardon, sur ce point-là, c'est très important. Sur ce point-là, c'est très important. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Mais bien sûr, mais il y a des tas de raisons à l'élection d'Emmanuel Macron, à la victoire d'Emmanuel Macron. Dans toute élection présidentielle, les péripéties qui valent à quelqu'un d'être élu sont en général rarement rationnelles. Donc il y a des tas de raisons qui président à ça. Le fait qu'il soit face à l'extrême droite en était une, ça ne vaut pas mandat pour lui. Alors, réponse de Raquel Garrido. Je veux entendre Raquel Garrido là-dessus parce qu'on parle de démocratie, c'est important. L'opinion, c'est pas une notion juridique constitutionnelle, ça n'existe pas. Ce que dit la Constitution, c'est que la loi est l'expression de la volonté générale. C'est ça notre socle. La loi est l'expression de la volonté générale. Et je ne sais pas ce qui vous fait distinguer aujourd'hui dans l'expression de ce que pensent les Français entre opinion et volonté générale. En l'occurrence, y a-t-il eu un seul indice qu'à propos des retraites, la volonté générale fût que nous passions à 64 ans. Ça, vraiment, je ne le vois pas. Où vous l'avez vu, ni dans les votes, ni dans l'expression d'unité syndicale, ni dans les votes de l'Assemblée nationale, puisqu'encore une fois, je répète, on nous a interdit de voter par un excès de pouvoir présidentiel. Attendez, Raphaël, ça serait bien de laisser parler Laure Lavalette. Je vais prendre un peu. On nous a interdit de voter parce qu'effectivement, le véhicule législatif, ce qui avait été choisi pour amener ce débat au Parlement, nous avons été contraints à la fois dans le temps et à la fois dans la forme, puisque nous ne pouvions pas créer de charge et donc dérouler un programme. Il n'empêche qu'après, on a aussi été contraints et on n'a pas pu voter. Et c'est vrai que je regrette vraiment parce que je suis sûre qu'il y avait une majorité de rejet sur ce texte et vous nous avez empêché, vous, à la NUPES, d'aller au texte, puisque nous ne sommes jamais arrivés à l'article 7. Et vraiment, je le regrette parce que je suis persuadée qu'il y avait vraiment une majorité de rejet. Et là où je voudrais abonder simplement, c'est que quand le peuple dans la rue, quand le peuple français est contre un projet et que la majorité des députés
députés sont contre ce projet. Dans n'importe quelle démocratie normale et mature, on prend ce projet, on le met à la poubelle. Ah bon? Évidemment, on ne peut pas gouverner. C'est comme ça que vous prévoyez de gouverner? On ne gouvernera jamais contre le peuple. Jamais contre la majorité des gens. On ne votera jamais quoi que ce soit qui abîmera le peuple à ce point-là. Mais c'est pas abîmer le peuple. Je vais vous dire. Ça c'est très intéressant. Vous ne gouvernerez jamais contre la majorité des gens. Le storytelling était très mauvais. Au début, on nous a dit c'est pour faire quelques économies. Finalement, c'était pour sauver ce système des retraites. On a bien vu que finalement, ça n'était pas le cas. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet parce que tout est lié. Vous ne prendrez jamais le risque de l'impopularité. Jamais. C'est pas une histoire de risque. C'est-à-dire que nous, les Français, nous les connaissons, monsieur Antoven. Ah ouais. Bah oui, excusez-moi, mais je pense que quand on voit Emmanuel Macron tout à l'heure et quand on voit sa déclaration, il n'a pas vu un Français je vous posais une question. Il n'a pas vu un Français. Parce que la réalité des Français, gouverner contre la majorité. Mais pardon. C'est que c'était vraiment. C'est une question de principe. Allez-vous gouverner contre la majorité à un moment dans votre vie? Ça peut pas être une fin en soi de gouverner contre la majorité. Non, c'est une possibilité dans l'exercice du pouvoir. Une espèce de posture un peu viriliste du courage. Honnêtement, non. Dans les savoir prendre ses responsabilités à certains moments. C'est de la peuplophobie de théoriser. De la peuplophobie. Il faut savoir. Dans populaire, il y a peuple. Que les élites françaises théorisent aujourd'hui que gouverner, c'est d'aller contre le peuple, c'est profondément le contraire de l'histoire républicaine. L'histoire républicaine, c'est que on a arraché la souveraineté de la tête du monarque pour la prendre entre les mains du peuple. La démocratie, ce n'est pas un président qui dicte ses volontés au peuple. La démocratie, ce sont des citoyens qui dictent quoi faire aux gouvernants. Raphaël, vous avez une grosse voix, laissez parler Julie. Parce que Raphaël a posé la question de la démocratie représentative, au fond, et de la volonté du peuple. Étant entendu, car on est tous des constitutionnalistes ici, que la volonté du peuple est supposée... Non, au sens où on respecte la Constitution. On peut faire illusion quelques secondes. Voilà, ça suffira, ça ira très bien. Bon, donc, étant entendu... Enfin, le gouvernement, pardon, ne respecte pas la Constitution. On part du principe que la volonté du peuple, dans nos institutions, réside dans le Parlement. Non. On peut vous... Alors, mais en tout cas, c'est à partir de là qu'on va raisonner, si vous voulez bien. On parlera après de ce qui se passe dans la rue, parce qu'il faut qu'on segmente les sujets. Vous vous êtes écharpés tous les trois en vous renvoyant la responsabilité de cette situation de quasi-blocage ou de déficit de légitimité de cette réforme. Pas mes collègues députés. Attendez, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là en ce moment au Parlement, et c'est pas tant l'indiscipline de la NUPES, et c'est pas le côté bon élève du Rassemblement national, et finalement vous êtes chacun cohérent dans votre secteur, même si on peut avoir des reproches à vous faire. Ce qui ne fonctionne pas là, et ce qui crée le trouble, c'est la position des Républicains. Et profitons-en, il n'y a personne sur le plateau. Oui, les absents ont toujours tort. Allons-y, n'hésitons pas. C'est ça qui crée le trouble. Parce qu'on a d'un côté un groupe républicain, vous l'avez dit, qui aurait dû normalement voter avec vous et nous épargner le recours au 49.3, ou vous épargner. Et en même temps, quand il s'agit de voter la motion de censure, si elle ne passe pas, et d'ailleurs c'est la première fois que vous votez ensemble, ça mériterait d'être souligné, ça a assez peu été nous, commenté. on vote systématiquement. Voilà, mais les amendements de on pense qu'elle peut améliorer le bien commun. Nous sommes le seul groupe parlementaire à voter en fonction de l'intérêt général. C'est assez peu commenté. On sort d'années où on a toujours dit que le Rassemblement national s'allierait pas avec l'extrême gauche et inversement parce que ça l'affichait mal. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes alignés sur une motion de censure. Une motion de censure avec Madame, c'est pas là. Mais non, madame, nous avons toujours voté pour faire tomber le gouvernement. C'est ça qui est important dans ma phrase. Ce qui est important, c'est que les Républicains n'ont pas voté cette motion de censure et c'est du fait des Républicains qu'elle n'est pas passée. Donc on a un groupe aujourd'hui à l'Assemblée qui ne sait pas où il habite, qui n'est pas clair dans ses actions, qui n'est pas clair dans son positionnement. Ça y est. Et forcément, ceux qui sont macro-compatibles sont sortis du bois. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et voilà où je voulais en venir. Ça n'empêche que de fait, ça crée une situation où on se retrouve d'habitude, en fait, il y a trois légitimités. Il y a celle du peuple, entre guillemets, celle du président et celle du Parlement. Normalement, le Parlement est la source du blocage, le lieu de blocage, et quand le président est mécontent, il prend à témoin le peuple par un 49.3 ou par un référendum pour dire on contourne le Parlement. Ça, c'est l'usage habituel, c'est la crise de 62, c'est ce qu'on a dans la mémoire collective. Là, ce qui est singulier dans cette crise-là, c'est qu'on a un président qui est particulièrement esseulé parce qu'il a et le Parlement. Après, on peut tout à fait gloser sur la psychologie, la prudence, la lucidité, le sens de ce qu'on veut du groupe LR. Il se trouve que chaque député est libre de son vote et quand il s'est agi de faire les comptes pour savoir s'il y avait une majorité que quand même les macronistes qualifiaient de naturelle. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que cette espèce de deal avec LR était quelque chose qui était acquis. Donc après, on peut trouver les responsabilités. Il n'empêche que dans le système institutionnel, il n'y a ni majorité dans la rue, ni majorité au Parlement. La seule endroit où il y a une majorité, c'est à l'Élysée. Ça se trouve, ça tombe bien parce qu'Emmanuel Macron est seul avec lui-même. Donc ça pose quand même une question qui doit appeler à autre chose que juste la petite carabistouille de dire les LR savent plus où ils habitent, ce qui est une réalité, mais qui malheureusement est particulièrement criant dans cette séquence, mais était déjà le cas avant. Ce qui pose question, parce que c'est le macronisme qui est en responsabilité aujourd'hui, c'est la solitude. Et
le côté très esselé et la difficulté, quand on est en majorité relative, de ne pas avoir d'alliés dans un Parlement qui est largement hostile. Sylvain Maillard. C'est ce qu'ont choisi les Français. Ils ont choisi en juin dernier de ne pas nous donner la majorité, de donner une majorité où on ne peut pas faire de majorité sans Renaissance et sans la majorité présidentielle, mais on n'est pas seul. Et donc, juste, je ferai remarquer, parce qu'au fond, alors ça fait partie de mon travail aux côtés d'Aurore Berger, c'est de trouver des majorités pour tous les textes. Et donc, on ne parle pas du travail sur tous les textes qui sont très différents depuis le début de la mandature. D'abord, d'avoir des commissions mixtes paritaires à chaque fois qui sont conclusives, ce qui n'était pas du tout le cas dans la mandature précédente, par exemple. Et deuxième chose, d'avoir des majorités pour voter texte après texte. Oui, c'est plus difficile. C'est vrai que c'est d'un point de vue par les LR. D'un point de vue, je vais vous dire, d'un point de vue parlementaire, c'est beaucoup plus intéressant. Disons-le aussi. Le pouvoir est revenu beaucoup plus à l'Assemblée nationale que ce qu'il n'était avant. Et donc, d'un point de vue strictement député, c'est vrai que c'est un mandat qui est plus passionnant, mais qui est plus compliqué. Parce qu'on oublie amendement par amendement. Répondez à ma question. Pardon, Comptiez sur les LR. Ils vous ont berné. Vous êtes déçus. Vous êtes vous savez, on a besoin pour chaque texte d'une majorité. Ouais. Sur ce texte-là, la majorité devait être faite avec les Républicains. Ouais. Le président des Républicains, qui n'a pas été élu il y a très longtemps, il y a quelques semaines, s'est engagé dessus. Le président, il n'y a aucun leadership sur cette famille. Le président du groupe s'est engagé dessus. Le président du Sénat s'est engagé dessus. Le président du groupe au Sénat s'est engagé dessus. Il vous lâche au moment du vote et il vous rattrape par les cheveux au moment de la motion de censure. Ils vous font tourner en bourrique. Vous savez, honnêtement, c'était une séquence un peu compliquée à vivre pour nous, mais aussi ça permet de clarifier les choses. Je crois que les Républicains, en tant que groupe, ont besoin de clarifier la situation. Parce que on a besoin de gouverner, on a besoin d'autres textes. Il y a les retraites, évidemment, on va en parler, mais il y a d'autres textes qui doivent arriver. Tiens, vous nous expliquer pourquoi vous avez ressorti l'immigration? Je suis tellement pas sûr d'avoir la majorité que ce texte vient de passer aux oubliettes. Il a été retiré du Sénat, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le voter. Vous aurez bien aimé qu'on passe à autre chose, qu'on parle plus des retraites. Pas du tout. Madame Garrido, personne ne veut voter des textes. J'étais au Conseil constitutionnel hier, je vous rappelle, pour essayer de faire encore tomber ce texte. Ne parlez pas tout ça, s'il vous plaît. Pas du tout. Le timing est étonnant. Le timing est étonnant. Non, je crois que c'est une conséquence de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout simplement, il faut des textes. Pas de majorité. Mais ça, qu'on ait une majorité relative, je vous dis depuis le début. Sauf que les commentateurs ont eu l'impression qu'on gardait la majorité absolue. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé pour trouver à chaque fois, parfois des majorités avec la gauche, parfois avec la droite. Ça dépend des textes. Mais pour, par exemple, l'immigration, je crois qu'il faut segmenter les différents articles et qu'on puisse trouver des majorités qui sont parfois une fois avec la gauche et une fois avec la droite. En même temps, en fait, c'est ça qui est bien, c'est cet aveu de faiblesse. Mais ne rêvez pas trop quand même. On va pas passer tranquillement à autre chose là. Là, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux en France. Je vous rassure, Garrido, ce ne sera pas avec vous qu'on trouvera une majorité. Je vous rassure, ce ne sera pas avec vous qu'on discutera. Enfin, je ne vois pas pourquoi vous avez ça a priori. Je ne vois pas bien pourquoi vous avez ce genre de formule lapidaire. Il y a peut-être des sujets sur lesquels vous pourriez vous entendre. J'imaginais que, par exemple, l'aide active à mourir serait un sujet. Par exemple, l'IVG dans la Constitution. L'IVG dans la Constitution, ça fait partie. L'idée de passer à une 6e République en faisant en sorte. Ça non, là. Pardon. Non, mais pardonnez-moi. Le fait que l'Assemblée nationale donne aux Français les moyens de convoquer une Assemblée constituante pour forger une 6e République pourrait être quelque chose, consensuel à l'Assemblée nationale. On pourrait décider tous sans avoir la même idée de ce qu'on mettrait les uns et les autres, évidemment, dans un nouveau texte. Ce n'est pas le problème. Justement, le problème, ce serait qu'on reste bloqué sur cette 5e République. Il me semble que de notre fenêtre, nous les parlementaires, avec ce qu'on a subi le 49-3, et quand je dis nous, je vous mets dedans aussi, parce que moi je les ai vus, les collègues du MoDem, etc., qui ont souffert vraiment, qui ont eu honte et qui ont souffert de cette décision prise 10 minutes avant le vote. Eh bien, je pense qu'on est tous quand même tenus d'essayer de trouver une voie de sortie qui soit une voie pacifique. Il faut une modalité pacifique de régler les conflits entre le président et le peuple. On n'est pas du tout dans une modalité pacifique. La constitution de la 5e République est très très bien faite. On voit justement dans les situations difficiles dans lesquelles nous sommes, et il y en a eu bien pire dans l'histoire de la 5e République, mais dans la situation dans laquelle on est politique, en fait, il y a toujours une possibilité d'avancer, de continuer. Après, vous pouvez ne pas être d'accord et c'est tout à fait votre droit et je le respecte. C'est pas une question d'opinion. Regardez ce qui se passe autour de vous. Si, le texte a été... Vous devriez dire au président... La question de la popularité devient la question de l'impopularité. Non mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de sujet. Mais faites le test avec les gens qui sont mobilisés depuis des semaines. Le fait de dire on avance et c'est comme ça, ça ne règle rien. J'entends ce que vous dites, mais d'un point de vue politique, ce texte adopté... C'est ça le macronisme. Juste un exemple. Regardez sur l'article 1, la fin des régimes spéciaux. L'immense majorité des Français veulent la fin des régimes spéciaux. Et des deux côtés, vous avez voté contre.
Donc vous voyez bien que quand vous pas autant ça vous arrange, vous votez en fonction. Sylvain Maillard, à l'Assemblée nationale, on a battu l'article 2 et vous l'avez quand même mis dans le texte final. C'est vrai, c'était sur la commission mixte paritaire. Mais sur l'article 1, la population est pour et très largement la fin des législations. Écoutez, je vais vous citer un grand homme politique français, Bruno Le Maire. Je vais vous citer Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a dit à l'automne, en démocratie, je connais par cœur, sinon. La majorité par cœur, vous inquiétez pas. Non, elle était plutôt sage. Bruno Le Maire a dit, en démocratie, la minorité ne peut pas dicter sa loi à la majorité. Et il a Bruno Le Maire, vous voulez dire. Il a dit, et pourtant, lorsque nous, à l'Assemblée nationale, majoritairement, nous avons voté sur le budget, par exemple, 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique, c'était la première fois où, en France, on mettait suffisamment d'argent pour vraiment avoir une incidence sur la transformation climatique. 49.3. Quand on décide des fonds pour les Outre-mer, on a voté Raquel. Pourquoi pas 18? Pourquoi pas 50? 49.3. Dans les citations. Vous avez plein d'argent, vous avez l'argent magique. Tant qu'on est dans les citations. Pourquoi pas 50? L'argent magique, l'État, c'est pas à vous, hein. Non, Raquel. Vous n'avez pas dit comment le financer. Raquel, on n'est pas à l'Assemblée, on n'est pas à l'Assemblée. Pour les autres, c'est pas pour vous, quoi. Aussi, on va partager ce temps de parole. Quand Olivier Dussopt dit je n'ai aucun compte à rendre à la représentation nationale. Mais de qui se moque-t-on? Quel culot? On voit cette espèce de déconnexion. Le vendredi à 23h, alors qu'on allait à la fin des débats, ni Bruno Le Maire, ni Olivier Dussopt n'ont voulu nous répondre sur combien allaient coûter les carrières longues, combien d'annuités, 43, 44. Ce gouvernement n'entend pas, est à l'image exactement du président de la République qu'on a eu cet après-midi, qui a parlé pour ne rien dire à son électorat. Il vous a pas du tout convaincu. Il a convaincu personne ici. Mais pire que ça, il a fait de l'antiparlementarisme. Laissez-moi simplement terminer. Quand il a dit je vais gouverner différemment, mais il va faire quoi? Passer tout par ordonnance, par décret? Et donc ça veut dire que nous ne servons à rien. Il est garant des institutions et il piétine ces mêmes institutions. Nous sommes députés, on est là pour contrôler l'action du gouvernement. Et on nous empêche de faire exactement ça. Il ne piétine pas, pardon, Laure Lavalette. On ne peut pas dire qu'il piétine les... On peut pas dire qu'il piétine les le Parlement. Excusez-moi, je vois pas bien. Il les suit à la lettre. Et heureusement qu'on a une... Mais pas du tout. C'est pas de la triche. Le 47.1 est prévu dans quelles circonstances, puisque vous êtes constitutionnaliste? L'urgence. Le 47.1 est prévu dans la circonstance très précise. Le 47.1, c'est un véhicule législatif. C'est ce qui a permis des instruments. Ce qui a permis de passer cette loi. J'espère que ça va tomber. Dans quelles circonstances on a le droit d'utiliser le 47.1? Je vous pose la question. Un gros avantage, c'est qu'il permettait d'utiliser ensuite le 49.3. Donc c'est de la triche, parce que à la base. Ça va être arbitré par le Conseil constitutionnel. Mais il y a déjà une note du Conseil d'État sur ce sujet. Laquelle note on a dû aller la chercher? Jérôme Guedj a dû aller à Matignon en cours de débat, aller récupérer cet avis du Conseil d'État que le gouvernement ne voulait pas nous balayer. Je voudrais juste observer une chose. C'est pas de la triche, c'est une utilisation habile du dispositif constitutionnel. Je comprends que ça vous plaise pas. Non, c'est pas une question. Il suit à la lettre. C'est faux. Mais alors, vous racontez, pardon, n'importe quoi pour une constitutionnaliste. Vous dites n'importe quoi. Je suis pas constitutionnaliste. Ça se voit. Le 47.1, madame, que les téléspectateurs comprennent. C'est pour éviter le shutdown, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir voter des mesures budgétaires avant la fin de l'année, parce qu'au 1er janvier, il faut qu'on puisse voter, payer les fonctionnaires, faire les dépenses. Donc on voit bien qu'il y a une contrainte de temps vers la fin de l'année, là, à l'automne, Noël. Vite, grouillez-vous pour voter. Non, Julie, attends, elle explique ce que c'est. Mais on ne peut pas s'en servir à tout bout de champ. C'est contrôlé, madame. Vous pouvez... Madame Graziani, il y avait zéro urgence. Mais franchement, vous voyez bien que la loi des retraites n'a rien à voir avec une loi budgétaire. Du gouvernement qu'il se retranche derrière les institutions et dire qu'il les piétine. Mettez-vous d'accord toutes les deux. Vous ne pouvez pas à la fois dire que le gouvernement se retranche derrière les institutions, se cache dans son bunker institutionnel, et vous dire que le gouvernement piétine lamentablement. Ils ne sont pas du même parti. Entendez-vous, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord. Les deux à la fois. Il triche sur le 47.1 et je compte bien sur le Conseil constitutionnel pour censurer cette loi. À défaut de la motion de censure, on aura peut-être la censure constitutionnelle. Nous avons déposé une saisine de 31 pages très fournie et c'est finalement un espoir qui serait une sorte de sortie légale et j'espère beaucoup que le Conseil constitutionnel jugera en droit et pas en politique. Sinon, c'est une violation de la Constitution qui triche aussi, vous direz à chaque fois. En fait, à chaque fois vous perdez ou bien vous gagnez quelque chose, vous n'avez même pas voulu aller au vote, alors arrêtez de donner des leçons aux gens. Mais attendez, je vais juste aller jusqu'au bout. Vous auriez dû dire avec moi au président qu'on passe au vote. Les gens trichent. Non mais c'est tout à fait la mentalité de l'extrême gauche. Ou bien vous gagnez,
ou bien les gens trichent. Monsieur, tout le temps, on ne saura jamais si j'avais c'est la Constitution, c'est comme ça. C'est vous qui n'avez pas voulu voter. La mentalité de la 5e, c'est que même quand on a perdu, on peut faire semblant d'avoir gagné. Ça, vous savez, je vais vous dire, mais le gouvernement, même quand il y a un amendement qui passe... On a perdu la majorité. Attendez. Il y a des victoires... Jonathan, c'est juste qu'il y a des... 49-3, c'est pour pouvoir à un moment dire, y a-t-il une majorité alternative? Y a-t-il une majorité alternative? Est-ce que vous pensez que sur ce... C'est l'autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est une majorité alternative? Il ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas de majorité alternative pour dire qu'il y a une majorité sur ce texte. Mais il ne suffit pas de dire qu'ils n'ont pas la majorité. Vous faites quoi alors? Donc on fait quoi? Il n'y a rien? Oui, mais il ne suffit pas de dire qu'ils n'ont pas la majorité absolue pour dire qu'ils n'ont pas de majorité. Et vouloir faire tomber ce gouvernement, c'est pas la même question. Vous avez cherché à tout embrouiller. Vous avez bien vu que c'était pas la même question. Bien sûr. Alors on va si c'est pour dire que c'est une victoire à la Pyrrhus, oui, d'accord. C'est une victoire à la Pyrrhus. Et alors on va parler le temps que ça se dégonfle un peu sur le plateau. On va parler de ces lois qui passent mais qui s'appliquent pas. Le CPE. Par exemple, on a un sujet qui a été fait par Pierre-Henri Holderbaum. Regardez. Il était une fois l'histoire des textes législatifs combattus âprement par les mouvements sociaux. 1995, Jacques Chirac est fraîchement élu et son Premier ministre Alain Juppé lance une réforme de la sécurité sociale et des retraites. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire ensemble. L'allongement du temps de cotisation doit passer à 40 annuités. Parce qu'avec tout ce qui va nous mettre dessus, on est dans le même qui est énorme, vous ne pensez pas. Vous n'êtes pas inquiet, vous? Levée de boucliers immédiat dans la rue. C'est le seul train qui part ce week-end? Oui, c'est le seul train, c'est le train de la lutte. Et grève très dure dans les transports publics. 3 semaines de paralysie du pays. Jusqu'à 2 millions de personnes sont dans la rue selon les syndicats. Face à la pression, Alain Juppé cède et retire la partie retraite de son projet de loi. 11 ans et une cohabitation Chirac-Jospin plus tard, le colocataire de Matignon, c'est Dominique de Villepin. Son projet de loi veut favoriser l'emploi des jeunes avec le CPE. Le contrat première embauche, qui est un véritable contrat anti-précarité. Et fait adopter à la va-vite son texte en utilisant le 49.3. Mais un article ne passe pas du tout. Le numéro 3, favorable au patron, il prévoit une période d'essai de 2 ans. C'est beaucoup trop long dans la mesure où il y a déjà suffisamment de problèmes pour trouver un emploi. Le monde syndical fait bloc, les manifestations massives se succèdent. Entre 1 et 3 millions de personnes selon les sources syndicales. Le président Chirac intervient et annonce une réduction de la période d'essai à 1 an. Dans la foulée, il promulgue la loi, mais suspend immédiatement son application. Un camouflet pour le Premier ministre. J'ai voulu agir vite. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. Quelques mois plus tard, en votant un autre texte, le Parlement confirme la disparition de la loi. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. 17 ans après, l'histoire va-t-elle se répéter? Une réforme des retraites contestée massivement par les Français. La cartouche 49.3 qui met le feu aux poudres partout dans l'Hexagone. Saccage, incendie et charges policières. Une chose est sûre, la contestation sociale s'est muée en crise politique profonde. Alors on vient de le voir, le cas du CPE a été beaucoup cité ces derniers jours. Ce scénario est-il envisageable pour la réforme des retraites, Raquel Garrido? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut qu'on purge ce conflit entre le président et l'extrême majorité des Français. Et en bout de course, la solution la plus simple, c'est quand même le retrait de la loi. Bon, tous les autres chemins qui mènent au retrait de la loi sont sur la table également, y compris la démission du président de la République lui-même. Hein, parce que lui, il dit qu'il faudrait peut-être dissoudre l'Assemblée nationale. Je dis, en quoi vous voudriez dissoudre le président? Ça serait peut-être plus opportun. La différence avec le CPE, c'est le président de la République. Il n'y a pas le même président de la République. Jacques Chirac, pardon de revenir sur cette question, Jacques Chirac était incapable de gouverner contre le sens de la houle et contre le sens du vent. Et pour cette raison-là, évidemment, il a retiré le projet après l'avoir promulgué. Mais on n'est pas ici en présence du même président. Il est moins ectoplasmique, si vous voulez, que Jacques Chirac, qui a passé 12 ans à essayer d'éteindre les braises. C'est grave quand même de parler d'ectoplasme quand on écoute les corps intermédiaires. Non, c'est pas les corps intermédiaires. C'est pas les corps intermédiaires, ça, si vous écoutez. Non, c'est pas les corps intermédiaires. C'est de la pure démagogie. C'est de la pure démagogie. C'est considérer que... Vous êtes chiracienne, Raquel, maintenant?
Comment? Vous êtes chiracienne? Écoutez, de toute façon... Pas raison, mais pas raison, mais quand même. Pour le coup, à mon avis, vous savez, même il avait avoir le recours au référendum, c'est déjà plus démocratique quand même. Je pense que Jacques Chirac avait vu des Français de bien plus près qu'Emmanuel Macron. C'est quoi qui, à mon avis, est une déconnexion, qui est quand même une déconnexion. Excusez-moi, vous l'avez entendu comme moi tout à l'heure. C'est une déconnexion totale. Et si tant est qu'il y ait eu encore un petit lien entre le peuple français et Emmanuel Macron, je pense que tout à l'heure son discours l'a rompu à tout jamais. Puis on parle du 49.3, mais c'est pas le premier 49.3, c'est le 11e 49.3. Elisabeth Borne est là le centième. Non, mais d'Elisabeth Borne, c'est le 11e, c'est la vice-championne. Non, parce qu'on peut tous les additionner, mais on peut voir aussi. Ça va devenir une discipline olympique, le 49.3 bientôt. Écoutez, pratiquement, en Macronie, pour les budgets, comment vous voulez faire, on n'a pas de majorité. Il y en a qui font un peu différemment, et en principe, le 49.3 mais concours de saut de discipliner sa majorité, pas non plus pour bloquer, comme ils viennent de le faire. C'est un vote politique, le budget, donc on est une majorité relative, donc forcément, on passe par le 49.3. Enfin là, typiquement, on n'est pas du tout donc vous dites, dans ce cas-là, vous dites Rachida Dati, I love you, je voudrais un accord de gouvernement avec LR, qu'on en finisse, non? C'est ce qu'elle a proposé. Disons les choses. Quand nous sommes arrivés en majorité relative au mois de juin, le président et la première ministre ont regardé si c'était possible de construire une majorité stable au sein de l'Assemblée nationale. C'était pas possible ni avec les socialistes, ni avec les écologistes, ni avec les républicains. C'est très clair. Tous ont dit non. Donc y a pas. Et donc on a dit. C'était le programme d'Emmanuel Macron et pas autre chose. C'est ça qui est compliqué aussi. Je vais juste terminer. Et je vous raconte et très clairement ce qui s'est passé. Et donc on a dit, on part sur chaque projet. C'est ce que nous faisons. Projet de loi par projet de loi, proposition de loi par proposition de loi, de trouver une majorité. Ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent, c'est vrai que c'est la première fois où là, nos partenaires sur ce projet-là se sont débinés. Il y avait un enjeu peut-être à faire autrement. Je comprends tout à fait l'apprentissage, le passage du jour au lendemain d'une majorité absolue à une majorité relative, c'est pas quelque chose de simple. Je ne dis pas que du tac au tac tout doit être mis en place, mais entre le discours sur on va faire autrement, entre le discours sur je veux rassembler, je veux continuer à avancer, on sait bien que ne pas trouver d'accord de façon un peu pérenne, ça ralentit, ça complique, ça crée aussi de la tension dans le pays. Est-ce que quand Emmanuel Macron, au sortir des législatives, dit j'ai pris acte que je n'étais plus dans la majorité absolue, mais en gros, ou vous me rejoignez sur mon programme, ou vous ne me rejoignez pas, ça a quand même créé une difficulté. Vous vous retrouvez dans cette situation à devoir convaincre sur chaque texte. Ça peut être vertueux, mais on se rend compte que la capacité de dialogue, l'envie de trouver des compromis, c'est pas vraiment ce qui caractérise le macronisme. Quand Jean-François Copé, puisqu'on était un petit peu sur la droite, conseiller stratégique de LR hier, dit Emmanuel Macron a passé trop de temps à parler avec la droite, pas assez avec la CFDT. Laurent Berger, réagissant à Emmanuel Macron, le trésor d'Emmanuel Macron aujourd'hui, dit déni et mensonge. Il y a quand même un problème, dans la capacité à rassembler les gens qui ne sont pas des jusqu'au-boutistes. On peut toujours gloser sur l'extrême gauche, les ultra-gauchistes, tout ce qu'on veut. Laurent Berger, c'est a priori interlocuteur responsable, interlocuteur qui en plus a mis des propositions sur la table, même si le président dit autre chose. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de consubstantiel au macronisme du j'ai raison et ça suffit, quoi? Deux choses sur Laurent Berger que je respecte infiniment, et on continue à travailler avec la CFDT localement. On a toujours continué, même s'il y a un vrai antagonisme sur la mesure d'âge. Mais il y a des choses d'ailleurs dont ils ne parlent plus et dans ce projet de loi, lequel c'est vraiment leur bébé et ils ont vraiment la paternité, mais ils ne veulent plus en parler. Je vais vous dire une chose très clairement. L'ensemble des députés qui ne sont pas de la majorité présidentielle ont été élus en juin dernier contre le président de la République. Je vous le dis très clairement. Donc c'est extrêmement difficile de faire la mue et de se dire, on va changer de logiciel, on va être dans un système peut-être plus comme en Allemagne ou dans d'autres pays qui ont plus l'habitude de former des coalitions pour pouvoir dire, on va travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, on va juste créer. Tout à l'heure j'étais avec, mais l'actualité parlementaire, j'étais avec les Allemands, la FDP, les SPD et les Verts qui font une coalition. Je veux dire, il y a plein de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont la culture de le faire. En France, on n'a pas cette culture. Des mois pour le faire aussi. Mais c'est vrai, mais on n'a pas cette culture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir. Moi, je souhaite qu'on l'ait. Mais concrètement, à l'heure actuelle... C'est ça, d'ailleurs, dans la majorité, parce que quand on voit la façon dont ils s'adressaient aux partis politiques et aux Français et aux parlementaires, non, excusez-moi, mais non, vous n'avez pas envie de chercher des compromis. C'est pas vrai, vous passez en force. Mais vous passez en force. Emmanuel Macron, tout à l'heure, dans son discours,
a tracé quand même, tout en filigrane et tout en subtilité, une piste d'ouverture et d'élargissement à la droite. De toute façon, on a bien vu que la logique du compromis texte par texte trouvait ses limites avec cette accumulation de 49.3, ça fonctionne très très mal. On est un certain nombre à penser que si vous ne trouvez pas d'accord de gouvernement avec les Républicains, vous ne finirez pas ce quinquennat vraisemblablement. Est-ce qu'il faut comprendre, dans ce qu'il indiquait tout à l'heure, qu'il y aurait un remaniement possible? Et est-ce que vous-même, vous seriez gêné, favorable, ou comment vous situeriez par rapport à l'intégration de nouveaux ministres issus des Républicains dans l'équipe gouvernementale? D'abord, c'est pas moi qui choisis l'équipe gouvernementale, chacun son travail. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours cherché, je passe beaucoup de temps dans l'Assemblée physiquement. J'essaye de trouver sur les textes, je me souviens sur les ENR, donc les énergies renouvelables, nombre de fois où on a arrêté la séance pour discuter avec les socialistes, avec la France Insoumise, avec les écologistes pour trouver des accords, bloquer, et on dit on prend cet amendement, on essaye de le construire. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas la culture de ça. On n'a pas la culture du compromis et d'accepter des co-constructions. Moi, je pense que cette mandature-là peut être celle qui nous permette d'accéder à cette culture de trouver des accords. Mais concrètement, pour le moment, en tout cas, les LR ne veulent absolument pas d'accord de parti. Très clairement, les socialistes non plus. Donc il peut y avoir des rapprochements sur tel ou tel texte, mais pour le moment, ce n'est pas possible de faire plus. Alors la Valette, Raquel Garrido, un petit mot de conclusion chacun. Depuis le 19 juin, je pense que l'Assemblée nationale ressemble à la France. Franchement, on a lavé la non, quand même pas. Sa représentation, bien sûr, nous avons lavé la France de Marine Le Pen qui faisait 11 millions et qui n'avait que 6 députés. Nous sommes rentrés à 88 députés constructifs, ayant justement envie et comme seule boussole l'intérêt des Français. Et je le répète, nous votons systématiquement l'amendement sans regarder d'où il vient, mais s'il peut améliorer le quotidien des Français. C'est la promesse que nous leur avions faite et c'est ce que nous faisons. Et il se trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Du SMIC, par exemple, oui, parce qu'on pense que notre mesure est bien meilleure, parce que nous, on ne veut pas augmenter que le SMIC, Madame Garrido, on veut augmenter jusqu'à 3 fois le SMIC. J'ai pas souvenir que vous ayez voté la taxation des super profits. D'accord avec la Valette. Je pensais que vous parliez du spectacle donné. Non, ça ressemble pas à la représentation. Je pense que les Français s'y retrouvent forcément plus. On a tous autour de cette table la même légitimité. Tout le monde n'a pas été élu contre le programme Macron, mais aussi par adhésion à ce que nous proposons. Et qu'effectivement, il faut dire aux Français, il n'y a pas de fatalité. Le vote, c'est finalement ce qui reste d'utile. L'espoir, c'est le vote. Et l'espérance, ça sera Marine Le Pen en 2027. Et votre espoir, à vous, le Rassemblement national, c'est de tirer les marrons de ce feu. Moi, j'ai déjà le Conseil constitutionnel. J'espère bien qu'avec toutes les violations que nous avons bien détaillées, j'ai confiance dans ces institutions. Et j'espère bien qu'on va arriver à faire tomber ce texte comme ça. Et je dis aux Français, si c'est pas le cas, il faudra attendre 2027. Raquel Garrido. Dire que le mot de la fin. Un petit mot, hein. Oui, le problème, ce n'est pas la composition de l'Assemblée nationale qui n'a jamais autant ressemblé aux Français que maintenant. Le problème, c'est l'excès de pouvoir du président de la République. Donc maintenant, le pays est incandescent, à la fois sur une revendication sociale, mais aussi sur une aspiration démocratique. Cette affaire-là va se dénouer avec le comportement du président de la République. Moi, je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui met sa propre responsabilité en cause, au point que c'est sa propre démission maintenant qui est à l'ordre du jour. La question qui se pose, c'est celle de la démission d'Emmanuel Macron. Bon, et puis tous ensemble, quels que soient nos points de vue sur la démocratie, sur la souveraineté, sur l'opinion, tout ça, on a, je crois, la responsabilité de se mettre tous ensemble pour donner la possibilité aux Français de se forger de nouvelles institutions. Et moi, j'anime à l'intergroupe parlementaire de la NUPES un groupe de travail. Nous avons déjà commencé les auditions parce qu'il va falloir être prêt pour passer à la 6e République.